Du coup, pour reprendre sur tes activités IMO, Delphine, à quel moment tu t'es lancé dans l'immobilier? Est-ce que c'était avant ton podcast de 2019? Est-ce que c'était après? Et parle-nous un peu de tes premières expériences. Alors, ça commence le même mois que le lancement du podcast. Donc, fin 2019, novembre 2019, c'est mon compagnon qui tombe sur une pub sur Instagram. Ça devait être je suis sûre. C'était le webinaire fiscalité de Guillaume Malguir, donc de Club Imo. Et il m'en parle. Et je dis ah ok et tout. Bah viens, on n'habitait pas ensemble, on n'était pas ensemble à ce moment-là. Il me dit viens, on s'inscrit tous les deux et on le regarde chacun de notre côté. Et il m'a dit d'ailleurs longtemps après, il me dit j'étais impressionnée parce que moi je pensais que t'allais me dire oh c'est des conneries tout ça. Et il me dit j'aurais été trop déçue que tu me dises ça et en fait t'as eu la bonne réponse. On était ensemble depuis quelques mois seulement. Donc tu vois, c'était un peu, c'est marrant parce qu'avec le recul, je pense que c'était un test. Ouais, ça aurait pu être un test, tu vois. Et donc ça a commencé par on regarde ce webinaire sur les immeubles de rapport. Alors c'était fiscalité ou immeuble de rapport? Ah bah tu vois, j'ai un doute. Bref, on n'avait jamais entendu ce mot. On n'avait jamais entendu. On ne savait pas calculer un rendement. Genre, tu sais, vraiment zéro quoi. Lui avait déjà de l'immobilier dans là d'où il vient au Havre et moi je veux absolument rien du tout et non seulement j'avais rien mais j'y connaissais rien donc vraiment ce monde de l'immobilier là c'est totalement inconnu pour moi et ça a matché tout de suite. Je me suis tout de suite dit ok il y a un truc à faire. Je venais tu vois, deux mois avant, j'avais lu Robert Kiyosaki. Donc tout ça faisait sens. La liberté financière, mettre en place un système, même un empire immobilier, etc. Je fais ah ok d'accord, ok donc tout ça fait sens et s'en est suivi 6 mois à peu près de formation, d'auto-formation, monsieur et moi sur ces sujets d'immobilier donc tout y est passé. Hein. La location longue durée, la location courte durée, les colocs, l'achat-revente, c'est venu un petit peu plus tard. Mais grosso modo, on a vraiment été au bout des choses pour comprendre. Alors, plus monsieur que moi, parce que lui, il a besoin, tu vois, de comprendre les trucs, mais dans le détail, dans la profondeur. Donc, on s'est formé, on a acheté quelques formations payantes, on a fait beaucoup de contenu gratuit, etc. Et puis, le confinement arrive et au sortir du confinement, on se met en chasse. On avait commencé un petit peu avant le confinement et après le premier, tout premier, on se remet en chasse. On se dit, on va le faire. Voilà. On est deux, on va le faire, on investit. Donc, je te fais l'histoire courte, mais donc, il y a deux choses qui se sont lancées à ce moment-là. On se met en chasse donc pour un immeuble de rapport qu'on sait qu'on veut exploiter en LCD. Donc on sait qu'on va faire de la location saisonnière là-dessus. On le trouve, on le signe chez le notaire en novembre 2020 et les travaux se sont terminés. On a commencé à le louer à l'été 2021, en août 2021 pour être très précis. Donc ça fait à peine 6 mois qu'on le loue. C'est dans quelle zone? Ouais, pardon, t'as une question par rapport à ça. C'est dans quelle zone géographique? C'est à Calais. Ok. Et donc moi j'habite en fait dans le nord de la France entre Dunkerque et Calais, donc c'est à une demi-heure de chez moi. Et l'autre chose que dans laquelle je me lance, c'est la sous-location. Alors en fait l'origine de ça, c'est que en me formant sur tout, j'avais découvert qu'il y avait ce truc qui existait qui était la sous-location. Et moi j'étais indépendante. Monsieur a un CDI, mais moi je suis indépendante. Donc, il y avait ce truc de toute façon, j'aurais pas pu faire grand-chose toute seule. Mais moi, j'ai quand même du temps. J'ai quand même des bonnes compétences en aménagement, en déco. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire avec en gérant les biens des autres, sachant qu'on venait d'acheter notre immeuble, on allait l'exploiter et on s'est dit, mais on n'y connaît rien en location courte durée. Est-ce que ce serait pas quand même malin de commencer à se former avec les biens des autres avant d'aller beaucoup plus loin dans le nôtre, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et
J'ai commencé à démarcher les propriétaires en mai 2020 et j'ai mis 2 mois à avoir des réponses positives et j'en ai eu 4 d'un coup. Et donc, mon été 2020 était consacré à l'installation de ces 4 premiers biens. Donc, je n'étais pas propriétaire et que j'ai exploité en sous-location. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la sous-location, je loue des appartements. En fait, en vrai, c'est une forme de conciergerie. C'est à peu près le même métier, mais je ne suis pas rémunérée à la commission de gestion du bien. Moi, je démarche des propriétaires qui veulent le louer en lambda, tu vois, qui veulent le louer en longue durée à la base. Je leur dis, OK, je vous paye le loyer tous les mois. Et moi, je fais ce que je veux avec. En l'occurrence, je sous-loue ce bien-là en courte durée, exclusivement. Airbnb, Booking, etc. Et je me rémunère sur la différence. Et tout ça est contractualisé avec un bail qui est spécifique, qui est dérogatoire, qui est rédigé par un avocat et qui cadre cette relation un peu particulière entre le propriétaire et ma société et qui fait notamment que je déroge au droit habituel de la location classique. Donc, il peut me virer. Comment ils réagissent ces propriétaires quand tu les contactes et que tu leur soumets ton idée? Alors, il n'y a pas une réaction. Il y a plein de réactions. Et puis il y a toutes les réactions qu'on voit pas en plus, tu vois. Il y a les gens qui ne répondent même pas quand on les démarche. Donc il y a des gens qui sont il y a des gens qui pensent que c'est une arnaque et ils nous le disent après. Il y a des gens qui sont sceptiques. Il y a des gens que ça intéresse pas. Les gens qui vont être sensibles à la proposition, ils vont être sensibles à des arguments assez précis. Le premier, c'est flexible. C'est-à-dire, en vrai, vous pouvez vous débarrasser de nous beaucoup plus facilement qu'un vrai locataire. Donc, ça, c'est un vrai argument pour les propriétaires. Le deuxième, c'est l'entretien du bien. Et ça, c'est hyper contre-intuitif. On pense que la LCD, ça dégrade son bien. Mais il y a des tas de propriétaires qui ont récupéré leur bien après le passage de locataire en longue durée, tu vois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus. Ils disaient oh my god. Et en fait, nous on leur dit, nous on a des prestataires de ménage qui passent plusieurs fois par semaine en fait, qui font le ménage, on répare tout, le moindre joint, cuvette, le moindre truc qui fuit, je ne sais pas quoi aux caisses, en fait c'est réparé tout le temps pour nos biens et pour les biens des gens, parce qu'on est obligé de maintenir un certain standing dans un Airbnb. Donc en fait, les gens sont sensibles à ça, mais tous les propriétaires sont pas sensibles à ça. Les propriétaires qui sont sensibles à ça, c'est des gens qui ont déjà eu des soucis. En gros, qui ont déjà récupéré leur appart dans un état pas top. Et le troisième argument, c'est des propriétaires un peu particuliers, c'est des propriétaires qui aimeraient quand même pouvoir disposer de leurs biens de temps en temps. Type, on n'est pas sur l'investissement locatif, c'est plus de la résidence secondaire, les gens n'y vont quand même pas hyper souvent, mais ils y vont. On a découvert ça, et ça c'est vraiment génial, parce que on leur offre le truc, enfin, on a la meilleure offre pour eux, quoi. Ils auraient pas pu rêver mieux de pouvoir quand même accéder à leurs biens de temps en temps et que le reste du temps on l'exploite en LCD. Donc c'est les trois gros arguments et tout le monde n'est pas sensible à ces arguments-là. Donc faut tomber sur les bons propriétaires et ça marche. Donc on y arrive. Mais vraiment c'est un peu la loterie, tu vois. Moi j'ai mis 2 mois avant de convaincre mes premiers propriétaires. Sur le premier point qui est la flexibilité, justement, toi, t'es engagé sur combien? Est-ce que t'es engagé sur un certain temps et comment, quelles sont les durées de, j'ai plus le mot. Ouais, de préavis. De préavis, pardon. On essaye de pas trop s'engager pour la simple et bonne raison que sur les 4 premiers que j'ai eus, il y en a un qu'on a rendu au bout de 3 mois. Et il y en a un sur lequel on était engagé pendant 1 an. Heureusement, celui sur lequel le propriétaire a voulu qu'on s'engage sur 1 an. On l'a fait, c'était notre premier et tout. Heureusement que celui-là, tu vois, il a bien tourné. Parce qu'il se trouve que sur les 4, il y en a un qui a pas bien tourné. Voilà. C'est particulier, c'est à Dunkerque. À Dunkerque, il y a la zone plage. C'est un quartier qui s'appelle Malo-les-Bains, pour ceux qui connaissent. Et il y a le centre-ville. On avait un appart en centre-ville, un appart plage à Malo-les-Bains. Et en fait, on s'est dit, nous, on pensait que centre-ville, c'était une valeur sûre dans toutes les villes, tu vois. Mais pas du tout à Dunkerque. Centre-ville à Dunkerque, c'est vraiment le second, troisième choix, quoi.
C'est-à-dire que les professionnels ou les touristes, ils vont dans ce quartier-là, qui est le quartier proche plage. Et donc, au bout de 3 mois, c'est compliqué. C'est-à-dire que même en temps de Covid, tous les autres marchaient correctement. Et celui-là, c'était poussif. Sur les 3 premiers mois, on a perdu de l'argent. Donc, on l'a rendu et on était bien content de pas être engagé. Donc, en termes de préavis, si nous on veut partir, c'est 1 mois. En tout cas, c'est ce qu'on propose au propriétaire et on lui explique. Si nous on veut partir, c'est 1 mois. Si le propriétaire veut nous donner congé, c'est 3. Pourquoi ? Parce que on ouvre les réservations à 3 mois à l'avance, pas plus. Et que ça nous pénalise énormément de devoir annuler des réservations sur les plateformes de réservation, soit Booking ou Airbnb. On est fortement pénalisé en tant que host, en tant que hôte, quand on annule des réservations. Donc on veut pas se retrouver. Alors ça peut être des sanctions financières. Déjà c'est c'est pas tout de suite financier, mais c'est assez rapidement financier. Et clairement c'était pas possible. Donc ça on l'explique aux propriétaires et ils comprennent. Au début ils se disent oh pourquoi 3 mois alors que vous c'est 1. On l'explique, ils font ok on comprend. D'accord. Ah ça a figé. Désolé, j'ai eu un tout petit bug, mais je crois que ça vient se passer. Ça doit être du réseau. Pour entrer sur un peu on a bien compris comment ça fonctionnait, et maintenant j'aimerais avoir les critères qui font qu'un bien justement va être peut fonctionner en sous-loc et donc en Airbnb finalement. Est-ce que tu peux prendre 5 minutes pour nous expliquer quels sont les critères géographiques, typologie de bien, et comment identifier en fait un appartement qui serait propre à de la sous-loc. Donc vous l'avez compris, moi je me rémunère sur la marge. Donc en fait, il faut que j'ai la plus grande différence entre le loyer que je paye, qui est ma plus grosse charge au propriétaire, et le potentiel de location à la nuitée, qui va du coup générer mon chiffre d'affaires. Évidemment corrélé au taux de remplissage que je peux estimer sur la zone, et je prends toujours comme hypothèse moyenne de taux de remplissage 65%. En fait, j'aime bien prendre cette comparaison entre si je faisais de la sous-loc à Lille et à Dunkerque. Donc, entre Lille et Dunkerque, c'est le nord de la France, il y a 1 heure. Dunkerque est sur la côte, Lille n'est pas sur les côtes, mais on voit bien que c'est pas du tout la même taille de ville et c'est pas du tout la même attractivité de ville. En fait, tu prends un 20 mètres, 20 mètres carrés, c'est un peu petit, mais tu prends un 50 mètres carrés. En 50 mètres carrés, il va globalement être loué peut-être 600 € à Dunkerque. Et ton 50 mètres carrés à Lille, il va plutôt être loué, je pense que pas trop me tromper en disant qu'il va être loué 1000 à 1100 €. On va prendre 1000 comme ça, c'est un compte rond. Donc, il est loué, je loue la même surface 40% plus cher à Lille. Mais il se trouve que en fait, contre-intuitivement, ou peut-être certains ont l'intuition que c'est le cas, mes prix de Airbnb à la nuitée sont pas 40% plus chers à Lille qu'ils ne le sont à Dunkerque. Donc, c'est là où je vais en fait plutôt aller sur Dunkerque qu'à Lille, parce que en fait, je vais pouvoir mes prix en fait sont potentiellement que de 20% ou 25 ou 30% maximum plus chers à Lille qu'ils ne le sont à Dunkerque. Donc, j'ai un loyer qui est 40% moins cher, mais j'ai des prix des prix à la nuitée qui sont que de 20% moins chers. Alors, certains vont me dire, oui, mais il y a le remplissage, etc. Oui, mais il y a beaucoup plus de concurrence à Lille qu'il y en a à Dunkerque. Et le fait est que, j'arrive à avoir mes 30% de marge à Dunkerque. Je prends beaucoup plus de risques sur une ville comme Lille aussi, parce que mes charges fixes étant beaucoup plus importantes. Effectivement, il faut que je remplisse beaucoup plus. Enfin, je prends plus de risques en tout cas si mon pari a été moins bon, puisque mes charges sont plus importantes là en volume. Donc j'essaie d'aller chercher ces zones où je peux avoir l'intuition que effectivement on a la plus grande élasticité possible entre les loyers et les loyers que je vais payer au propriétaire, qui est ma plus grosse charge, et les prix à la nuitée. Et donc on arrive à les trouver dans des villes intermédiaires
Donc moi, dans la zone du Nord, je vais trouver ça à Calais, je trouve ça à Dunkerque, à Boulogne. Dans ma petite ville où j'habite, qui est une zone particulière parce qu'il y a une centrale nucléaire, donc il y a beaucoup de clientèle professionnelle qui vient ici. Donc là, c'est notre bien qui cartonne le plus. Donc c'est une ville de 12 000 habitants. Les villes de centrales nucléaires sont des super villes pour faire de la location courte durée. Et aussi parce que les gens pensent Airbnb voyageurs, alors que en fait, il y a beaucoup de clientèle touristique. Donc, faut aussi cibler des zones où il y a des zones commerciales, des zones industrielles, etc. Et évidemment, dans le Nord, on est assez bien loti là-dessus. Et il y a des zones autour de l'île, par contre, qui sont assez, qui marchent bien. On va sur Roubaix, Valenciennes, etc., qui vont plus être propices à de la sous-location que l'île en soi. Donc, au-delà du fait que dans certaines grandes agglomérations, il y a des restrictions sur l'activité elle-même de location en courte durée qui rendent quasiment impossible le fait de le faire. C'est le cas à Paris, c'est le cas à Lyon, et je pense que c'est le cas dans d'autres agglomérations, y compris certaines agglomérations très touristiques comme Nice ou ce genre de choses. Donc, voilà, il faut trouver un bien. La zone est hyper importante. Il faut que ce soit en centre-ville, il faut que ce soit bien placé ou à côté d'un axe où on est quasiment sûr que ça va se remplir. Et l'autre chose hyper intéressante, et là j'ai quand même 1 an et demi de recul pour en parler, c'est la taille du bien. J'ai un studio, j'ai des T2, j'ai des T3, j'ai des T4 et j'ai une maison. Donc j'ai tout. Et c'est le même travail pour moi de louer un studio et de louer une maison. Donc, je vais vous dire pourquoi je préfère la maison. Il se trouve que la maison, en vrai, elle a un taux de remplissage qui est plus bas. On est d'accord. Clairement, moi, ma maison, et pourtant elle est à 10 minutes d'Étretat et elle a une vue mer. C'est-à-dire qu'on peut pas faire beaucoup mieux. C'est-à-dire que tous les Parisiens qui veulent aller sur la côte, on est à 10 minutes d'Étretat et il y a une vue mer. Je peux pas vraiment. Ils t'entendent. On mettra le lien de ton Airbnb. Mais globalement, ça se loue que les week-ends. Ça se loue très bien les week-ends, mais ça se loue que les week-ends et les vacances scolaires. Donc, un mois de janvier, moi, j'ai que 8 à 12 nuits qui sont remplies, quoi. J'en ai pas plus. Donc, les taux de remplissage sont faibles. Mais, pour tous ceux qui ont déjà essayé de louer une grande maison, vous savez que l'élasticité du prix, donc la propension à aller à la hausse est très forte sur des maisons. Ce qui n'est pas le cas sur des studios ou T2 qui sont extrêmement comparables à des hôtels. Donc va vraiment falloir aller chercher une qualité de malade sur ton studio pour le louer 90 € la nuit hors ménage dans une agglomération comme Dunkerque, dans une agglomération comme Calais ou même au Havre où j'ai d'autres biens, tu vois. Parce que à ce prix-là, et je te dis c'est hors ménage, hein. Parce que là, le ménage, ça dépend du nombre de nuitées aussi. Le ménage, c'est un forfait, donc si tu restes 7 nuits, évidemment, ça te coûte moins cher. Mais si tu restes une nuit, tu rajoutes sur cette surface-là 40 € de ménage et de drap, ça te fait 130 € la nuit. Ton studio à 130 € la nuit, je peux te dire qu'il est en sacrée concurrence avec des chambres d'hôtel à ce prix-là. Ouais. Donc, alors que ta grande maison, qui est assez unique, parce que déjà elle peut accueillir beaucoup de gens et il n'y a pas de grand bien qui peut accueillir beaucoup de gens. Ça te choque pas si à la fin du week-end, quand tu divises en nombre de gens qui ont séjourné, les gens payent 60, 70, 80, 100 € par tête par nuit. Ça choque pas en fait, parce que tu pars en groupe, tu fais la fête, t'es en famille, etc. Donc les gens sont prêts à payer plus cher parce qu'il y a une expérience, parce qu'il y a un bien, parce qu'il y a, voilà, c'est un rassemblement, etc. Là où t'es pas forcément prêt à payer ce prix-là parce que t'es dans un petit bien. Donc nous on loue très bien nos nuits, les week-ends dans la grande maison, très très bien. Et du coup ça compense. Là où si je faisais le même taux de remplissage à 30-40% dans mon petit studio, je perdrais de l'argent. Et à 40%, je fais 30 à 40% de marge avec 40% de remplissage sur ma maison. Comme je la loue plus cher, c'est le même travail pour moi, mais je gagne beaucoup plus avec ma maison. Donc, si vous arrivez à avoir le bon combo entre la taille de votre bien et l'emplacement, allez chercher des biens qui sont un peu plus petits.
hyper intéressant. Plus grand. Plus grand, Pardon, je pense. Ouais. Tu pourrais rentrer dans le détail d'un soit un appartement, soit la maison, en nous disant un peu combien ça t'a coûté en potentiel aménagement, quels ont été tes coûts au début de l'opération, combien ça te coûte en effet en ménage, gestion, etc. Et combien tu en tires en moyenne, vu que tu as en effet 1 an et demi de recul. C'est hyper intéressant qu'on se fasse une idée du montage un peu financier de l'opération. Alors, je sais qu'il y a une question sous-jacente, c'est les biens que je cible, idéalement, ils sont meublés et déjà jolis. Ouais. Sauf que si vous cherchez le bien meublé déjà joli, vous vous rendez compte que vous êtes en concurrence avec plein de gens qui voudront le louer. Donc là, il faut vraiment avoir les bons arguments pour le propriétaire. Parce que c'est les biens les plus difficiles à louer. Pourquoi est-ce que vous voulez des biens déjà meublés et jolis ? Parce que, évidemment, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Donc ça, c'est le bien idéal. Mais on a eu tous les cas de figure. On a eu des biens déjà meublés, déjà jolis. On a eu les biens déjà meublés, mais pas ouf. Il y a quand même des petits trucs à faire et quelques meubles à changer. On a eu un appart qu'on a pris nu. Et voilà, on a eu un peu tous les cas de figure comme ça. Donc, c'est ça qui va faire varier l'investissement de départ. Et évidemment, la surface du bien. Quand on a 3 ou 4 chambres à meubler, c'est pas et 2 salles de bain, c'est pas du tout le même montant qu'un studio. Donc, tous ces critères pris à part, l'investissement de départ, c'est donc votre premier loyer, le mois de caution. On est d'accord, c'est pas de l'argent que vous perdez, c'est de l'argent qui est récupérable un jour, mais à un moment donné, il faut quand même l'avancer. Il faut quand même le sortir, cet argent. Donc, votre premier mois de loyer, votre premier mois de caution. L'équipement, donc l'équipement manquant, l'équipement de remplacement. Je dirais que dans les équipements, les choses à prendre en compte, c'est le canapé. Le canapé, c'est votre meuble le plus cher que vous allez payer. Parce qu'il vous faut un canapé convertible pour pouvoir accueillir des voyageurs. Et j'ai fait cette erreur de prendre des trucs jolis mais pas ouf en termes de confort. Au bout de 3 mois, j'ai tout changé parce que on frôlait la catastrophe au niveau des notes, parce que les gens ne dormaient pas. Donc, ne faites pas cette erreur. Il faut un vrai canapé avec un vrai matelas et un convertible avec un vrai matelas. C'est 1000 balles. D'accord. Il n'y a pas de choix. Sinon, c'est des banquettes Ikea. Ça marche dans certains apparts, mais voilà, vous pouvez pas faire ça partout non plus. C'est pas hyper joli et c'est pas hyper confort en termes de canapé. Donc ça va être un gros investissement, 1 000 € le canapé. Et l'investissement pour meubler la cuisine si votre propriétaire vous a pas fourni les assiettes, les machins, tout ça, les couverts. Et le linge. Extrêmement important. Donc vous allez devoir mettre des protèges matelas partout, des oreillers, des protèges oreillers, des couettes. Donc déjà investissement. Et ensuite vous avez besoin de 3 jeux par lit. 3 jeux par personne. Pareil pour les serviettes, pour assurer les rotations. Donc, et moi je prends du premier prix à Ikea. Et là on est en train d'en aménager un nouveau avec lequel on commence le 1er mars. Donc c'est un 3 chambres, 7 personnes, on va pouvoir loger dans cette maison. Ça nous a coûté 900 € en drap. Enfin tout quand ça même. Là, les lits, les couettes, les machins, et je prends du Ikea. Hein, c'est-à-dire que je prends pas la couette plus, l'oreiller plus. Mais ils ont un très très bon rapport qualité-prix et ça m'a coûté 900 balles. Donc c'est pareil, on s'en rend pas compte. La première fois que j'ai payé ça, je fais oh my god, j'avais pas pensé que ça allait me coûter aussi cher. Est-ce que c'est finalement une si bonne idée la sous-loc? Donc mis bout à bout, ça ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas. Pour moi, l'investissement de départ c'est 5 000 € parce qu'il va y avoir la création de la société, il va y avoir le bail que vous allez devoir faire rédiger. Je forme sur ces sujets-là. J'ai un programme de formation qui s'appelle Start Sous-Loc. On pourra en reparler à la fin. Mais et je fournis le bail à mes élèves. Donc, soit vous le faites par vous-même, soit vous pouvez passer par donc la formation où je fournis tout. Mais c'est des frais en plus. Plus tout ce dont je viens de parler, c'est compliqué de démarrer avec moins de 5 000. Après, si vous faites un nouveau bien, là, le nouveau bien dont je vous parle, je suis en train d'aménager. Il est nickel et les gens vont remplacer les choses qu'il y a à remplacer. Pour l'instant, on n'a prévu rien d'autre que d'acheter les draps, une boîte à clés, donc ça va nous coûter 1000 balles plus
le loyer et la caution. 900, 1800, donc quand même 1800 plus une autre, 2800. On est parti sur 2800 sur ce bien-là. Donc c'est quasiment moitié moins que le 5000 dont je parle, mais il y a quand même cet investissement-là à faire sur le départ. Donc oui, si vous commencez dans la sous-loc, pour moi c'est 5000 € minimum. Ok. Et la société, c'est pas une part bien. Tu t'en crées une, après tu peux en faire X dessus. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Donc du coup, on s'imagine 2500 à 5000 € de départ. 2500 si c'est pas le premier et si on tombe sur la pépite déjà toute meublée, toute jolie. Yes. Et 5000 ou un peu plus si j'imagine que dans celui que vous avez acheté nu, il faut trouver les meubles, les lits, etc. Et ça peut monter un petit peu. Donc ça, il faut se projeter sur plus longtemps. Heureusement, c'était un T2, mais le T2 qu'on a eu à meubler intégralement, ça nous a coûté entre 5 et 6 000. Ouais, c'est ça. Après, si vous faites beaucoup d'immobilier, le jour où ça s'arrête, vous mettrez les meubles ailleurs. Hein, ça. Ouais. Mais on a été à un moment donné, on a vécu pendant 6 mois dans notre ancienne maison parce que pour continuer nos investissements immobiliers, on a acheté notre maison, on a emménagé juste avant l'été. Et dans la maison dans laquelle on était avant, on utilisait tout notre garage et une partie de notre salon pour stocker. Ça a été pénible pour nous, vraiment. En termes de charge mentale, c'était pénible parce qu'on vivait dans le bordel permanent. Et maintenant on loue un box de stockage. Donc, assez grand. Et on a pas mal de réserves sur pas mal de choses. Et par la force des choses, t'achètes des choses, enfin voilà, il t'en reste, tu les utilises pas. Mais ça nous a sauvé la vie. Alors, c'est pas donné, hein. C'est un peu plus de 100 € hors taxe par mois. Mais vraiment, ça nous a changé la vie. On s'est dit non, mais dans notre nouvelle maison, il est hors de question que notre garage serve de stockage parce que ça prend vite de la place. On a un canapé convertible en rab qui attend d'être mis dans un futur appart. Tu vois, il y a plein de choses comme ça prend vachement de place. Donc. Et du coup, j'ai pas répondu à ta question sur les chiffres. Ouais, une fois ces frais fixes avancés, du coup, combien ça te coûte chaque mois et quels sont les différents postes de dépenses et combien en moyenne, si tu peux me donner sur un bien qui est un petit peu représentatif. Alors, en plus de la formation dont je parlais tout à l'heure, j'ai une newsletter que j'envoie pas du tout de manière régulière, mais où je détaille vraiment, voilà. Donc, je suis très complète et très transparente. Je fais pas des newsletters de vente parce qu'il y a des gens qui font des newsletters. En vrai, c'est un petit pavé, mais le but c'est de rediriger, de faire cliquer et de vendre. Et c'est pas du tout. Moi, c'est vraiment une newsletter de contenu. Donc, si vous avez envie de vous abonner, tapez sur Google Imo Chérie. Vous allez tomber dessus, ou pareil sur mon Insta et vous tomberez dessus. Les ratios, c'est que ah là là, mon compagnon il m'engueulerait si je savais que j'ai un petit doute là sur les ratios. Grosso modo, que je te dise pas. Attends, je vais le faire à l'envers. Donc la marge, c'est 30%. Ok. Les frais de plateforme, c'est à peu près 15. Les frais de ménage, c'est à peu près 15. Donc là, on est d'accord qu'on est à 60. Ah, c'est bon, je l'ai. Le loyer, c'est 30 un peu plus, 30-35% que représente le loyer. Que tu payes toi en longue durée, c'est ça? Ouais. Et le reste, c'était charges fixes. Ok. Et alors, c'est un peu biaisé parce que c'est un peu un divers, là. Le reste, les 5-10% qui restent, c'est charges fixes et l'entretien. Oui, il faut changer des ampoules. Oui, il faut changer des piles. Oui, il faut changer des cuvettes de toilette. Oui, il faut remplacer les casseroles qui ont été défoncées. Oui, il faut payer le pressing de temps en temps dans l'année pour aller laver les couettes. Voilà, c'est ça en fait, les frais d'entretien. Donc voilà les ratios. Ok, pas mal. Ça c'est en moyenne. Et vraiment notre locomotive, la maison là qu'on a vers Etretat, elle tire tout ça à la hausse parce qu'on est plus à 40-45% de marge brute marge bénéficiaire sur CA sur ce bien-là spécifiquement. Ok. Donc et c'est une maison du coup, combien vous arrivez à générer de revenus mensuels sur cette maison ou marge, je sais pas si tu as un des deux chiffres. Ouais, alors on est
tu sais, je vais te le faire de tête, mais globalement, on loue la nuitée le week-end entre 400 et 500 euros. Ok. Donc, franchement, pour simplifier mes calculs, je vais prendre 500. Très bien. Donc, tu le loues 8 fois tu loues 8 nuits, tu vois, les vendredis et samedis. La plupart des gens prennent que 2 nuits le week-end. On aimerait qu'ils prennent le dimanche soir aussi, mais donc Ouais. on va dire 8 nuits, donc 8 fois 5, 40, donc t'es à 4000. Et donc sur ces 4000 là, on arrive à dégager. Alors attends. J'ai oublié un truc dans les trucs que je t'ai dit, dans les divers, il y a les charges aussi, hein, parce qu'on paye les charges d'élec, eau, Ouais, c'est vrai. internet et tout. Attends, faut pas oublier quand même. Bien sûr, c'est clair. Il y a quelques abonnements. Ouais. Quand même. Non, parce que tu vois, sur cette maison, on a plus de 300 euros par mois de fuel. Ouais. D'accord, Juste le c'est fuel. important. En hiver. Donc, tu vois, c'est là au moment où je pense à la maison, je dis, ah non, faut pas que j'oublie qu'il y a quand même ça. Donc, loyer, charges, frais de ménage sur ce bien. Ouais, c'est ça, on est un peu plus de 2000 en tout. Donc, on dégage entre 1005 et 2000, tu vois. Alors, excusez-moi, j'ai pas une calculatrice mentale dans la tête, mais ouais, on est à peu près à ces 40%. Donc on est à pas loin de 2000 euros de marge bénéficiaire par mois sur cette maison. Ok, trop bien. Et Parce en que louant que les week-ends. c'est fou. Et Alors, le loyer les que vous mois, on payez, loue c'est les combien? semaines aussi, mais c'est on est refait. Et c'est une maison familiale, et du coup, la famille y a accès. Voilà, on a un système hybride qui fonctionne très bien, et la famille y a accès, a droit de réserver des week-ends ou des semaines l'été pour pouvoir y séjourner, parce que ça reste quand même leur maison. Ok, trop cool. Et tu te souviens combien tu leur loues justement une telle maison à Etretat Ouais, alors en fait, c'est très particulier là, parce que il faut comprendre qu'il n'y a pas de marché de la location de la grande maison. Globalement, Ouais. ça n'existe pas vraiment en fait. Tu veux louer une grande maison, c'est-à-dire que s'ils l'avaient loué à des gens qui y restaient à l'année, ce qu'ils auraient pas fait parce que ça reste quand même une résidence secondaire pour la famille. S'ils avaient voulu faire ça, c'est pas évident d'évaluer combien ça coûte sur le marché. Nous, de notre côté, c'est la première fois qu'on gérait un bien comme ça. Donc même si l'emplacement est top, on n'avait aucune idée de ce que ça allait donner le remplissage. Et la preuve, en vrai, on pensait qu'on remplirait un peu plus que les week-ends, quoi. Ouais. Et on se rend compte que même quand on baisse le prix à la nuitée, le minimum qu'on ait fait, c'est 175 euros la nuit en semaine. Donc il y a une différence entre 175 et 500, tu vois. C'est le minimum qu'on ait fait. On ne loue pas. Donc il y a un truc de ça se loue que donc on avait quand même cette grosse incertitude sur le remplissage, et on savait pas exactement combien on pourrait le louer. Au début, on était plutôt parti sur des hypothèses de 250, 300 euros la nuit. Donc en gros, on paye un peu moins de 1000 euros le loyer pour cette maison-là. Et dans cette partie de loyer, il y a une partie de charge. Ok. Mais on savait très bien quand on a pris la maison, et c'est quasiment le cas dans tous nos logements, sur les charges, il y a toujours quand on fonctionne avec des propriétaires qui ont les abonnements eux parce que c'est leur résidence et qu'ils ont quand même accès au logement une partie de l'année. Là, c'est eux qui ont les abonnements et pas nous. Il y a une partie des charges qui est inclue dans le loyer qu'on paye, et il y a une régularisation tous les X, voilà, toutes les périodes définies. Et là, en l'occurrence, le fuel, la régularisation, elle est à notre charge. Évidemment, jamais ils auraient consommé autant de fuel s'ils avaient pas loué la maison, donc c'est normal que ce soit nous qui le Ouais, bien sûr. payons. Ça vous arrive d'aller en profiter un petit peu en semaine justement, ou quand c'est pas loué? Parce que j'ai un peu ce truc de me dire, t'as toujours envie de faire cet investissement un petit peu plaisir où tu te dis ouais, je vais pouvoir y aller de temps en temps, etc. On a, que je vais pas trop en parler là parce que voilà, bref. Il y a un bien qu'on visait dans une zone particulière, et ça s'est pas fait, mais c'était aussi parce que on aurait aimé en profiter de temps en temps dans l'année, ouais. Ok. Et ça, c'est compatible, tu crois, ou c'est parce que pour le moment, j'ai pas rencontré d'investisseur qui m'a dit genre j'arrive à concilier l'investissement et le plaisir à en profiter. J'ai eu Charles Lenoble, par exemple, qui a acheté un riad à Marrakech, et il me dit quand je vais à Marrakech, je me loue un truc à côté, quoi. Je comprends, vraiment je comprends, parce que le truc c'est que si t'as un beau bien qui se loue très bien, le manque à gagner il est énorme si tu prends la semaine ou les 10 jours où tu veux y être, quoi. Donc la raison pour laquelle
on avait un doute, mais on voulait au moins être à l'équilibre. Au moins, ça nous aurait servi, tu vois, c'était une résidence, voilà, on aurait été à l'équilibre, ça nous aurait permis de faire des vacances là-bas gratos. Mais c'était une zone touristique. Le problème des zones touristiques, c'est pas les meilleures zones pour faire de la sous-location. C'est pas des bonnes zones pour faire de la LCD, sur le principe que tu vas faire ton chiffre de l'année sur une partie de l'année et le reste, c'est pas grave. En sous-location, c'est plus difficile parce que tu as quand même ce loyer fixe qu'il faut vraiment que tu dégages des marges de ouf dans la saison touristique pour que ça compense tous les mois creux, en fait. Donc, c'est plus difficile la sous-loc sur des zones très touristiques. Donc là, on avait cette incertitude, comme c'était une zone assez touristique, assez saisonnière, du coup, si on prend ce truc-là, si on y va les 2 semaines en été, au moment où c'est le pic, est-ce qu'on va pouvoir le rattraper sur le reste de l'année, quoi? On avait cette incertitude. Bon, on n'est pas allé jusqu'au bout, on n'a pas pu tester le modèle, du coup, on saura jamais. Mais sur le papier, c'était un peu mieux qu'à l'équilibre. Donc, on y serait clairement allé. Okay. On y serait clairement allé. Ok. Tu m'as pas parlé de la fiscalité sur cette. Du coup, c'est des sociétés, tu payes l'IS. C'est ça. Moi, je suis en. J'ai choisi pour cette société-là une ESAS. Tu vois, pour Richissime, c'est une URL. Mais cette activité-là, j'ai choisi une ESAS. Parce qu'en vrai, mon but, c'est pas de me rémunérer là-dessus. Si tu veux te rémunérer, la SAS, c'est vraiment pas le bon statut, parce que t'es hyper chargé. Mais le but, c'était pas de se rémunérer. Le but, c'était de créer de la trésor pour pouvoir leverager et aller emprunter. Soit sur cette société, soit que ça rentre dans le calcul de nos revenus pour pouvoir aller acheter des biens en immobilier après. Okay. Le but a jamais été de me rémunérer avec ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec 5 biens aujourd'hui, je pourrais me verser 2000 euros de REM. En dividende ou... J'avoue que je préférais me le verser en dividende vu que c'est une SAS et que ça coûte cher la rémunération en SAS. Mais je pourrais aller sortir l'équivalent effectivement de 2000 euros par mois. Avec ces 5 biens, parce que j'ai aussi la maison qui apporte beaucoup de cash. Ce serait 5 T2. Non, il aurait fallu que je me rapproche des 10 T2 pour pouvoir me verser cette rémunération-là. Mais mon but a jamais été ça. Tu vois, je réinvestis. On a pour but avec mon compagnon d'en faire 4 nouveaux cette année. On en a déjà 2. Il y en a un qui commence en mars. On en a a priori un propriétaire qui veut nous reconfier un autre bien en septembre. Il nous en reste 2 autres à trouver. Avis à ceux qui veulent nous confier des biens. Mais tu vois, on veut continuer et en fait, on réinvestit notre cash dedans pour générer des volumes plus importants et toujours leverager ces sources de revenus là pour l'immobilier plus classique après. Donc donc voilà. Et donc c'est une société, donc je paye l'IS et comme je me rémunère pas, j'ai pas de charge, mais effectivement tout ce qui est bénéficiaire c'est taxé à l'IS. Ok, super. J'aimerais que tu nous parles un peu de la gestion, parce que ça peut faire un peu peur d'avoir justement 5 biens à gérer déjà un bien à gérer en Airbnb, ça peut faire peur. Ouais. Là t'en as 5. Alors on se rend compte quand même que t'arrives à sortir plusieurs centaines, voire en milliers d'euros mensuellement de bénéfices, donc c'est intéressant. C'est vrai, surtout qu'en plus tu prends un risque financier qui est quand même relativement faible par rapport à un achat et avec un crédit à plusieurs centaines de milliers d'euros. Qu'est-ce que ça représente en gestion ? J'imagine que tu as dû automatiser des choses, déléguer des choses. Comment vous vous organisez ? Le but, c'était pas de me créer un deuxième job avec ça. Le but, c'est que c'est un side business. À la fois, j'ai envie de dire, on se fait une montagne de ce que c'est que la LCD. Oh, mon Dieu, la gestion. Et en même temps, faut pas non plus être dans l'excès inverse de se dire ah non mais c'est facile, il y a 2-3 trucs de temps en temps, etc. Je suis pas naïve non plus. Il y a de la gestion. Il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. Donc déjà, on ne fait jamais d'accueil en physique. Donc c'est des boîtes à clés, c'est des ouvertures automatiques de portes, c'est des serrures connectées, il y a plein de dispositifs qui existent pour les arrivées et des départs autonomes des voyageurs.
Ensuite, c'est un business qui repose quand même sur de l'humain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent dans les apparts, qui nettoient, qui lavent les draps et qui fassent le petit bricolage et les petites réparations. Donc, on a des prestataires. On a 3 zones et 3 donc équipes de prestataires sur place. Sans ces gens-là, le business n'existe pas. Donc ça veut dire que ce sont mes pépites. Ce sont les gens les plus importants de mon système. C'est pas mes propriétaires, c'est pas mes biens, c'est pas mes compétences en déco, c'est pas Airbnb. Les gens qui demain, là j'en ai un qui s'est cassé le fémur au ski. Heureusement, il avait une remplaçante et cette personne-là a dit OK, il y a pas de souci, elle devait le remplacer juste pendant la semaine de vacances. Du coup, elle va le remplacer pendant 3 à 4 semaines. Moi, je trouve ça incroyable de se dire OK, je vais changer mon emploi du temps pour pouvoir t'aider parce que sinon mais en fait, je ne peux pas moi. Je ne peux pas aller tous les jours ou tous les X jours faire ce n'est pas possible. Et trouver quelqu'un en dernière minute, il aurait fallu forcément que je reloge des gens et que voilà. Donc tout s'écroule s'il n'y a pas ces gens-là. Tout s'écroule. Donc ces gens-là, c'est quoi? C'est une personne pour faire le ménage? C'est éventuellement quelqu'un pour du bricolage? Ouais, Comment tu identifies ces postes? C'est que des indépendants. Bah moi j'ai la chance vraiment d'avoir des gens qui font toutes ces compétences-là réunies. Ok. Donc ils font le ménage, le linge et le petit bricolage de dépannage. Donc non, ça c'est mais je crois beaucoup à ma capacité, tu vois. On revient sur la première partie de cet épisode, mais je développe énormément ma capacité d'attraction et ça s'arrête pas à l'argent en fait. Ça s'arrête à trouver les bonnes personnes aussi. Donc je pense avoir cette capacité d'attirer les bonnes personnes à moi et j'ai des partenaires en or et je fais ce qu'il faut pour qu'ils restent. Donc t'as des petits conseils ou des petits tips à nous donner sur justement comment trouver? Ne négociez pas. Vous trouvez quelqu'un, il répond positivement à une annonce, vous le testez, vous avez envie de travailler avec lui. À ce stade-là, il n'y a pas encore forcément la relation de confiance, il y a des indices, etc. La personne, elle va vous annoncer un prix ou elle va vous dire combien vous payez pour ça. Ne faites pas des choses au rabais, vraiment. Et si la personne vous annonce son prix, vous payez le prix. C'est-à-dire, si elle est bonne, fiable, et qu'elle est OK pour ce travail-là, qui demande quand même de la flexibilité. Il y a jamais, il y a une semaine, vous pouvez intervenir 3 fois, et la semaine d'après une, et c'est jamais les mêmes jours, et des fois c'est le week-end, et c'est pas simple quand même. Donc, ces gens-là, si vous les trouvez, vous les payez ce qu'ils demandent. Et vous faites en sorte de les payer tout de suite dès qu'ils vous envoient la facture. La relation au paiement, elle est hyper importante. Donc, ça crée la relation de confiance. Je pense sincèrement que peut-être tous ou certains d'entre eux doivent me considérer comme leur meilleure cliente. Déjà parce que les montants sont assez importants et parce que en fait ils m'envoient leur facture le 1er du mois, le 3 au plus tard elle est payée. Et ça c'est hyper important et que j'ai jamais négocié leur prix et que même je leur dis des fois non mais donc là le temps que tu as passé à faire tel aller-retour etc. tu me le factures. La petite réparation que tu as fait en plus, n'oublie pas de me le facturer. Je leur dis tout le temps. Parce qu'il y en a plein qui ne le font pas. Donc, c'est hyper important qu'ils puissent avoir entièrement confiance en vous. Ça m'est déjà arrivé aussi de relire, de revérifier des factures et dire « Ok, t'as oublié de mettre ça. » Ou là, t'as oublié un truc. C'est arrivé que ce soit en ma faveur. Et des fois, c'était en leur faveur. Donc, si ils se sont trompés et que je dois remettre au pot, je leur dis aussi. Et voilà, j'ai un prestataire un jour, il m'a mis un 10 € de l'heure. Non, en fait, je paye pas 10 € de l'heure, c'est pas possible. Tu me mets plus, tu vois. Et non. Et puis je tiens à ce qu'il y ait une cohérence en fait entre tous mes prestataires. Tu vois, je veux pas qu'il y en ait qui soient payés 10 € de l'heure et d'autres 25. Ça n'a pas de sens, c'est pas respectueux. Donc ça, c'est vraiment un énorme conseil que je donne par rapport à ça. C'est une valeur importante pour moi de toute façon. Donc okay. Voilà. Super et il me restait à moi, donc eux ils gèrent tout ça. Il me restait la coordination avec les prestataires. Typiquement, il me faut remonter un problème, je dois coordonner, ok, est-ce que tu peux aller acheter tel truc pour réparer, machin, bidule. Évidemment, la relation avec les voyageurs. Les messages, les avis, répondre aux questions, etc. Et ça, je l'ai récemment délégué à quelqu'un. Donc, j'ai trouvé une personne de confiance qui elle-même avait des biens en LCD
Et je lui ai confié donc mes 5 biens en sous-location et mes 3 biens dont je suis propriétaire, qu'elle gère les 8 biens, toute la relation avec les voyageurs, auto-entrepreneuse aussi, et elle est à distance. Et ça, c'est cool. Et la charge de travail de cette partie-là, la relation avec les voyageurs, c'est 30 minutes à 1 heure par bien par semaine. D'accord. Alors oui, 30 minutes et 1 heure, c'est du simple au double. Mais bon, c'est des petites ordres de grandeur. Et il y a des semaines, jamais vous allez en entendre parler, c'est juste deux, trois réponses à des messages à des prestataires. Et puis des fois, il y a une tuile. Ne serait-ce que... Il y a pas longtemps, c'est des trucs cons. Hein. Mais mon prestataire en ménage, il me dit, il n'y a plus la télécommande de la box. Ouais. Tu te dis, merde, c'est 2 petits jeunes qui avaient passé la soirée. Et je pense que il y a un appart où des fois il y a des jeunes qui jouent pour faire des soirées jeux vidéo. Bon, pourquoi pas. Moi, je leur prends une caution de toute façon, donc voilà. Et j'ai bien fait. Genre introuvable. Du coup, on pouvait plus allumer la télé. On pouvait plus allumer la box. Donc les personnes d'après ne pouvaient plus avoir la télé. Donc c'est trop chiant. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire dans ces moments-là? Je dois appeler Bouygues Télécom, je dois leur expliquer, je dois leur demander, ils doivent envoyer une nouvelle télécommande, tu dois aller la remettre sur place, tu dois expliquer aux locataires d'après qu'ils n'auront pas la télé, tu dois faire un dédommagement aux locataires d'après. Et en fait, tout ça, t'en as pour 1 heure, entre 1 heure et 2 heures. Et c'est chiant. Et du coup, j'ai fait une retenue sur caution. J'ai fait une retenue sur caution de 50 €. La mère du jeune homme m'a envoyé un message, je suis pas content, je vais aller au commissariat. Mais allez-y, vraiment, il y a pas de souci. Je lui ai répondu très courtoisement, lui expliquant, mais j'aurais vraiment voulu éviter ça, vraiment, mais que voilà tout ce que ça impliquait pour moi une télécommande qui n'était plus là en fait. Ça se trouve ils l'ont pas perdue, ils l'ont pas cassée, ça se trouve ils l'ont, je sais pas, mis à la poubelle par négligence, ou elle est extrêmement cachée bien quelque part et on l'a toujours pas retrouvée 3 mois après. Dans le canapé, 50% du temps dans le canapé. Ouais, mais peu importe en fait, tu vois, à un moment donné, c'est leur responsabilité. Ah non, mais on a fouillé le canapé, hein, tu vois, en plus c'est un convertible et tout. J'imagine. Et je dis, je suis désolée, j'aurais évité de ne pas avoir à faire ça, quoi. Mais je lui ai expliqué tout, elle m'a jamais répondu. Oui. Je pense que du coup, elle était dégoûtée, mais elle a compris, en fait, c'est que ce soit négligence ou volontaire ou peu importe. Moi, j'ai une télécommande qui a disparu, ça m'a pris 2 heures. J'ai chargé un peu. Donc, je comprends. Et ce second prestataire qui gère du coup la relation avec tes locataires, est-ce que tu arrives à lui payer quelque chose de fixe mensuel, ou justement ouais. elle te facture par galère entre guillemets? Non. Là, on a. Tu sais, moi, j'avais 1 an de recul, donc je savais à peu près quel était le volume. C'est juste que et elle avait déjà des activités, donc elle voyait, même si son système à elle était différent du mien. Et elle avait pas de boîte à clés, elle avait des échanges manuels avec ses prestataires. Donc moi, mon système est beaucoup plus automatisé que le sien. Donc en fait, c'est juste que moi, j'annonce un volume horaire et j'annonce un prix. Et au début, il y a toujours ce truc de dire, est-ce que ça va vraiment être vrai? Donc on s'était dit dès le début, on fait le point au bout d'un mois. Et au bout d'un mois, elle m'a dit, effectivement, c'est exactement ce que tu m'avais annoncé. Donc moi, je la rémunère 100 € par bien par mois. Ok. Ce qui représente quand même 1/5 à peu près. 1/5 à 1/4 en fonction des apparts de la marge. Ouais. Et quand on fait des mois tout pourris comme le mois de janvier, puisqu'il y a des mois tout pourris quand même, où on ne perd pas d'argent, mais sur certains biens, typiquement les 100 € que je lui verse, c'est exactement les 100 € de marge que j'ai fait sur le mois de janvier. Mon studio au mois de janvier, ça a été pourri. Et déjà sur un studio, une petite surface comme ça, tu vois, mes marges, elles sont plutôt entre 350 et 450 €. Un mauvais mois, je redescends à 100, et les 100, c'est ce que je la paye elle. Donc en fait, j'ai rien gagné sur ce bien-là en mois de janvier, tu vois. Ok, je comprends. D'où l'importance d'en avoir plusieurs, dans plusieurs zones, de plusieurs tailles, et tout ce qu'on pense, et au global, il y a aucun mois où on a perdu de l'argent. Mais sur certains biens, certains mois, on est tout juste à l'équilibre. Tu t'appuies uniquement sur les plateformes, sur Airbnb notamment, pour trouver tes locataires, ou t'as déjà mis en place des choses, je sais pas, je pense à de la pub ou ce genre de choses? Aujourd'hui, oui, mais c'est un axe de développement 2022. Pas plus tard qu'hier, on regardait. En fait, notre channel manager, c'est Superhôte. Je suis sûre que tu connais Mathieu de ouais. Superhôte. Donc nous, on a choisi Superhôte comme outil de channel management. Et ils proposent de faire des sites aussi, tu vas plugger à leur système. Et ça, c'est notre première... on va essayer de faire ça avant la fin du trimestre.
pour pouvoir mettre ça en place. Ça a du sens, pas sur tous nos biens, mais sur certains biens, certaines zones. Donc on les a ciblés et pour essayer de capter un maximum de raisins en direct, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est 15%, entre 15% les frais de plateforme. Donc mais ce qui est un peu bâtard, c'est que ce qui motive les gens à réserver en direct, c'est parce que ça leur coûte moins cher normalement qu'avec les plateformes. Ça veut dire qu'en fait on récupère pas 15 points de marge, on en récupère entre 5 et 10, parce que le reste il faut le partager avec le client. Après, c'est pas négligeable, hein, 5 à 10 points de marge. Cette activité-là, elle l'a fait en 2021 juste sur la partie location, parce qu'il y a aussi la partie formation, mais juste sur la partie location, 120 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Donc, tu vois, 10 000 euros par mois. Donc, tu prends 10% de 10 000 et t'es à 1000 par mois, tu vois, de marge. Donc, non, c'est pas du tout négligeable. À la fin de l'année, ça fait, tu vois, avec tes 12 000, tu peux faire 3 apparts en plus, tu vois, tu peux réinstaller 3 apparts en plus. Donc voilà. Mais je récupère pas 15. En vrai, je récupère entre 5 et 10. Ok. Le dernier point, c'est sur la partie un peu expérientielle. Moi, j'adorerais avoir les gens de Staycation, les fondateurs Staycation que tu connais peut-être. Ils font des week-ends. Enfin, ils récupèrent en fait des nuitées non vendues d'hôtels. Ils en font des petits parcours. Ils vont faire des nuitées spéciales couple Saint-Valentin. Ils vont faire des nuitées piscine, spa, etc. Et donc, tu arrives dans la chambre d'hôtel classique et en fait, eux, ils ont ce partenariat où ils vont rajouter la petite boule moussante du bain, plus les petites pétales, plus machin, par exemple. Ils ont la même chose sur plein de thèmes. Hein. Ils peuvent avoir un thème autour de je sais pas, de la bouffe, d'avoir un bon repas servi avec, etc. Et je me demandais, est-ce que tu avais déjà pensé à jouer justement sur cette partie un peu expérientielle, partenariat avec des restaurants autour, ou est-ce que d'ailleurs tu mets, je sais pas, des abonnements à des plateformes de streaming, ce genre de choses? Je le fais pas. D'accord. Je le fais pas. Je pourrais, honnêtement, parce que c'est pas ce que ça me coûterait, tu vois, de rajouter entre 10 et 20 balles par mois en plus. Mais tu vois, je pourrais le faire sur Netflix. Si je vais pas faire RMC Sport et beIN Sport et Canal+ et machin. Là, on est sur 60 balles par mois. Enfin, tu vois, 60, 80 balles par mois si tu cumules tout. Mais non, je pourrais le faire. Expérientiel, c'est encore le next step pour nous. Ouais. Je me rends compte que, tu vois, nous, on a beaucoup misé sur une belle déco, tu te sens bien, tous nos apparts sont vraiment... Si vous avez la curiosité d'aller les voir, il faut aller sur mon Insta, alors l'Insta Imo Chérie. C'est Imo Chérie tout court. Et dans le lien de ma bio, vous cliquez sur le lien de ma bio et il y a le lien de tous les apparts. Donc toutes les annonces Airbnb de ce que je propose. On mettra dans la description, ce sera plus simple. Voilà, vous pourrez voir que ils sont beaux. Mais c'est vrai que beau, ça te fait pas louer un T2 au-dessus de 100 € non plus, quoi. Donc, il y a cette dimension quand même d'expérience. Après, de ce que nous, on a vu, c'est le niveau d'expérience qu'il faut pour passer ce niveau-là. C'est pas petit, quoi. Tu parlais de spa ou de balnéo, on est là-dedans, quoi. C'est-à-dire, il faut effectivement le spa ou la balnéo dans ton logement. Clairement, ça pose beaucoup de problèmes. Tu vois, on a un grand T2. Clairement, il y aurait la place, par exemple, dans le salon. Mais c'est un parquet au sol. La portance de ce truc-là, tu vois, la charge, faudrait faire valider à la copro qui sait même pas trop qu'on fait du harbing, qui le sait, mais qui le sait en sous-main, tu vois. Tu peux pas le faire n'importe où. Il y a aussi des apparts où on voit, ils ont mis des filets, tu sais, ils ont créé des trous dans le plancher, ils ont mis des filets. Enfin, je trouve ça dingue. Tu vois, c'est un peu genre récré et tout. Après, il y a des expériences très genre home ciné, lumière, machin et tout. Effectivement, il faut aller loin, quoi. Si tu veux créer le truc, le cocon romantique, il faut aller loin, quoi. C'est pas juste tu mets un joli lit à baldaquin, quoi. Et c'est qu'est-ce que t'as envie dans un week-end hyper romantique dans ton appart. Et puis après, j'ai la naïveté de croire aussi. Enfin, moi personnellement, j'irais pas dans un appart lambda qui a juste une balnéo. Tu sais, moi, j'ai besoin de la vue, j'ai besoin de la terrasse. Enfin, je veux tout, quoi. Et après, en fait, ça m'intéresse pas à 100 balles. Tu sais que je préfère mettre 200 ou 300, tu vois, 250, 300 balles dans ma nuit
et j'ai l'extérieur, et j'ai la vue, et j'ai la petite guirlande romantique à l'extérieur, quoi. Donc voilà, ce truc de mettre juste une balnéo, honnêtement, je suis pas sûre que tu l'amortisses facilement. Mais c'est un peu le next step de voir dans quelle mesure on peut faire évoluer certains de nos apparts, dans quelle direction, et le coût, le ratio investissement, est-ce qu'on pense en récupérer aussi, quoi. Super. Vu qu'on parle de direction et pour terminer un peu l'épisode, vers quoi tu vas pour 2022? C'est quoi tes projets? Mathieu Stéphanie, justement, il demandait souvent pourquoi tu cours, et c'est quoi les futurs projets de Richissime et les tiens aussi personnels? Je me suis donné comme intention pour 2022. J'aime bien choisir un mot. Tu sais, il y a pas mal de gens qui font ça. Tu choisis un mot intention pour ton année. Et j'ai choisi le mot jouissance, qui est pas anodin. C'est pas plaisir, tu vois. Je voulais que le plaisir, qu'on parle de plaisir, mais qu'on parle aussi des sens, vraiment. Je veux que mon année ait cette connotation de je veux que ce soit un filtre, tu vois. Je décide de faire ça, je décide de le faire parce que ça m'apporte quelque chose, ça fait bouger mon corps, c'est du plaisir. Parce que j'ai beaucoup de sens dans ma vie. Tout ce que je fais a énormément de sens. Par rapport à cet objectif d'être libre financièrement avant 40 ans, etc. Par rapport à ma mission que je me suis donnée d'aider les autres, par rapport à ma mission d'éducation financière, par rapport au fait que on fait Imo Chérie aussi parce que ça me permet de développer, ça me permet de générer du cash pour pouvoir emprunter, pour pouvoir faire encore l'immobilier. Mais tout ça, j'y trouve du plaisir parce que c'est des choses que j'aime faire. Mais on n'est pas dans la jouissance, tu vois. On n'est pas dans ce plaisir de là vraiment je fais kiffer mon corps, je fais kiffer mes papilles, je fais kiffer mes yeux, tu vois. C'est juste le plaisir d'avoir fait quelque chose qui a du sens et qui te rapproche de ton objectif. C'est pas le même plaisir, tu vois. Donc j'ai décidé que 2022 allait vraiment être une année où j'allais essayer de chercher ce truc-là. Et concrètement, je veux vraiment développer Richissime, mais je suis assez sur ma lancée. Donc je parlais de l'application qu'on allait en entendre en 2022, donc il y a un truc en termes d'objectifs sur cette application de budget. Sur Imo Chérie, faire 4 nouveaux biens, faire un nouveau projet immobilier, donc un nouvel immeuble qu'on exploiterait en LCD. Ça c'est pour la partie immobilière. Et j'aimerais bien aussi, donc je disais tout à l'heure, j'ai un programme de formation de sous-location. Donc je forme des sous-loueurs qui veulent soit se faire un complément de revenus, soit effectivement vraiment leverager le truc pour créer des revenus qui vont servir à emprunter plus. Au passage, se former sur la LCD, etc. Parce que c'est quand même passionnant, c'est quand même, c'est quand même sympa. Et donc je forme des sous-loueurs pour ça. Donc j'ai aussi envie de développer. En fait, j'en fais jamais la pub. Je suis tellement focus sur Richissime, je suis tellement focus sur l'immobilier que je fais pas de webinaire, je fais pas de live, j'en parle pas. Si vous allez sur mon Instagram, vous verrez que je l'alimente pas assez. Et je me dis c'est dommage quoi parce que il y a des belles choses à faire. Voilà, c'est à la fois ma mission de transmettre, mais aussi parce que c'est une source de revenus qui est pas négligeable et c'est un beau produit, c'est une belle formation que j'ai mis au point, j'en suis vraiment fière et j'ai envie que plus de gens y aient accès, quoi. Donc ça aussi, c'est un axe de développement. Ok, trop bien. Bah écoute, merci pour tous ces conseils. Honnêtement, tu nous as donné plein de super tips sur la sous-location. Ça donne envie de se lancer, hein, honnêtement. Tu te dis qu'il y a quand même pas mal d'avantages et beaucoup moins de risques, mais j'imagine qu'il faut en effet connaître les tenants et les aboutissants pour que ça soit pas un fail, hein. Tu disais qu'il y en a un que vous arriviez pas Ouais. à louer suffisamment, donc ça arrive. Donc hyper intéressant comme sujet. Avant de te rendre l'antenne entre guillemets, non mais en fait, tu étais en train de parler, je pensais à un truc. La sous-location est hyper complémentaire de l'achat immobilier. Nous, on fait les deux. Alors, c'est à la fois une stratégie idéale quand tu peux plus emprunter, soit parce que t'es encore étudiant, soit parce que t'as été au max de ta capacité d'emprunt, soit parce que tu viens de quitter ton CDI. Donc, voilà, tous les cas où tu peux plus emprunter, où t'es intérimaire, etc. Donc, c'est l'idéal, mais c'est aussi une super stratégie à combiner avec de l'achat immobilier. Parce que, donc, en 1 an et demi, on a eu 5 biens
Et on a généré donc sur les 2 années donc 120 000 en 2021 et 40 000 sur l'année de la fin d'année 2020 du coup. Donc 160 000 en tout, à 30% de marge. Le temps qu'on trouve notre immeuble, qu'on le loue, qu'on fasse les travaux, qu'on le loue, aujourd'hui en 18 mois, on a un immeuble et il est loin d'avoir généré les mêmes sommes. Donc en fait, c'est hyper complémentaire les deux. Il faut pas voir c'est mieux d'acheter, etc. Acheter, c'est bien, on capitalise, on rembourse son prêt, on peut le revendre, on gagne de l'argent, etc. Mais c'est lent, c'est super lent et à un moment donné, on peut pas emprunter à l'infini, on s'en rend compte, on pouvait avoir la naïveté de penser que oui, mais non. Donc, moi, je trouve ça hyper bien de cumuler, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et encore une fois, c'est un leverage, c'est un levier supplémentaire, générer des revenus et emprunter encore plus. Trop bien. Est-ce qu'il y a une personne que tu aurais en tête qui serait intéressante d'interviewer sur ce podcast autour de quelqu'un qui soit particulièrement qui t'aurait marqué sur le monde immobilier parce que c'est quand même le sujet principal du podcast. Les gens qui m'ont marqué, c'est principalement des formateurs. Donc, ouais. Mais ça marche aussi, hein, s'il y en a un en particulier. Formateurs ou podcasteurs, donc tu vas retrouver les mêmes. Hein. Moi, je m'entends vraiment très bien avec Guillaume et Émilie de Club Imo, Mathieu de Super Haute sur la LCD. Je pense aussi à Anthony Poncet, qui a un podcast aussi, Une vie de liberté. Il est avec les diviseurs fonciers et lotisseurs. Et j'avais aussi interrogé Caroline Artaud pour mon podcast. Donc lui, c'est l'achat-revente et c'est pas le seul qui. Encore une fois, personne n'est seul dans son domaine, mais si je les ai reçus, c'est parce que c'est des gens que j'appréciais beaucoup, que j'aimais entendre parler. Il y en a d'autres, mais comme j'ai pas un podcast spécialisé sur l'investissement, moi, j'ai pas reçu tous les gens que j'aimais bien dans ce monde-là, mais tous les gens que je te cite. Trop bien. Orateurs, en plus d'être spécialisés dans leur domaine, c'est des gens qui ont du bagou et qui sont faciles à interviewer et qui ont des choses à dire. Eh ben super, ça me donne quelques idées de super invités pour la suite. Je te remercie Delphine. J'espère que moi j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Bah moi aussi. On était censé normalement arrêter il y a. Ça a débordé d'1 heure cet enregistrement. Parce qu'en fait, tu m'avais pas dit du tout que ça. On n'était pas parti sur 2h30, 2 heures. C'était pas exactement prévu. Non, bon, il se trouve que j'avais rien après, donc t'as de la chance. Trop bien. Je te remercie Delphine. Salut et à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir et écouter le podcast de Delphine, richissime. C'est des sujets qui sont, vous allez avoir quelques sujets d'IMO, mais vous allez avoir beaucoup de sujets complémentaires, plus autour du mindset que moi je traite un peu moins dans mes épisodes, voire pas du tout. Je crois que c'est le premier vraiment où on rentre en profondeur là-dessus. Yeah, je suis la première. C'est ça. Et franchement, sur ce sujet, j'ai pas d'autres contenus aussi quali sur lequel je sois tombé. Donc voilà, et n'hésitez pas vraiment, foncez. J'ai bien fait de venir. Merci encore Delphine. Salut Jérémy.